Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le jeu de Matagot Apiary, qui est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs avec un mode solo. Il va se jouer en fait de 2 à 5 joueurs, dis-je, avec un mode solo. Les parties, on dit environ 1 heure. C'est pas tout à fait faux, évidemment 4-5, ça devrait normalement être un peu plus long. Je l'ai personnellement essayé à 2 et à 3, et c'est en effet environ entre 60 et 90 minutes, mettons, on va dire, pour une partie complète. Apiary, c'est un jeu avec une thématique que je qualifierais d'originale, dans lesquelles les abeilles ont évolué au point de se développer des vaisseaux spatiaux pour explorer l'espace, conquérir de nouvelles planètes et développer de nouvelles technologies. Donc, avec cette colonie d'abeilles-là, on va explorer l'espace, on va améliorer sa ruche personnelle, on va débloquer des nouvelles tuiles fermes, on va débloquer des nouvelles innovations, on va enseigner des danses aux autres abeilles de notre ruche et on va ultimement tenter de marquer un maximum de points de victoire. Comme d'habitude, je vais te montrer comment on installe le jeu, je vais essayer de t'enseigner relativement clairement comment on y joue et ensuite je vais revenir à la fin pour te dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Pour commencer la mise en place individuelle, chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça ici sur lequel il va placer ses tuiles qu'il va gagner pendant la partie. C'est son plateau de ruche, il y en a plusieurs dans la partie. Ils n'ont pas de différence en tant que tel à part la forme. Il n'y a pas de pouvoir qui vient avec chacun de ces plateaux-là. Mais on va avoir une forme différente puis des bonus différents qu'on va gagner au fur et à mesure qu'on recouvre ces différentes alvéoles. Quand on va avoir fait ça, les joueurs vont avoir à se choisir également leur faction de départ. Il y en a beaucoup dans le jeu. Il y a certaines factions qui sont identifiées avec une étoile, qui vont être des factions plus pour débutants, qui vont juste donner une façon de marquer des points à la fin de la partie, alors que d'autres factions vont donner un pouvoir quelconque, puis une mise en place un petit peu différente. Disons que je prends cette faction-ci. On s'assure de ne pas la mettre sur le côté améliorée en début de partie. On va la mettre sur le côté de base. Puis on va aller recouvrir nos 3 tuiles de départ. Il y a la tuile faction qui doit aller juste ici. Les 2 tuiles de départ qui viennent avec. La faction, c'est là où on a notre nom et notre pouvoir. Fait que je vais pouvoir aller placer ma tuile comme ça ici. Ensuite, les joueurs vont avoir différentes composantes à organiser sur une tuile personnelle. On va avoir notre plateau d'amarrage comme c'est ici. Sur ce plateau-là, on va aller placer nos ouvriers de départ. Nos ouvriers sont donnés par la tuile de faction qu'on va avoir. On voit que je commence avec un ouvrier de valeur 2 et un ouvrier de valeur 1. Fait que je vais prendre un de mes ouvriers, je vais le mettre, on voit ici, les ouvriers peuvent aller jusqu'à 4. Je vais donc prendre un ouvrier de valeur 2, un ouvrier de valeur 1. Les autres ouvriers, on va les placer plus tard sur le plateau de jeu. On va avoir des petits marqueurs ici, nos pions hibernation, on va en avoir 7, si je ne me trompe pas, qu'on va placer sur la petite zone qui est juste ici à gauche. On a 3 cubes à notre couleur. Il y en a un qui va commencer pour les points de victoire. Fait que le premier joueur va être sur le 0, le deuxième joueur sur le 1, le troisième sur le 2, ainsi de suite. Puis on va avoir un marqueur pour les faveurs de la reine. Fait qu'on a une autre piste dans le bas du plateau. On va le placer notre cube là. Le 3e cube, on va le garder sur son plateau de jeu. On va en avoir besoin un petit peu plus tard. Les ouvriers, comme je l'ai dit, on va aller les placer sur le plateau de jeu également. Il y a un endroit qui s'appelle expansion. On va aller placer nos ouvriers non utilisés sur ou près de cette zone-là. La seule chose qui reste à faire, c'est prendre nos ressources de départ. On voit ici, on a différents endroits pour entreposer des ressources. Les endroits qui sont encerclés d'un cercle vert et un peu plus clair indiquent également nos ressources de départ. Fait qu'on voit que moi, je commence avec 2 os ici. Je pourrais en entreposer un 3e plus tard. Puis ici, je vais commencer avec ces 2 ressources-là. Fait que le jeton vert, le jeton orange. On va avoir tous ces jetons-là dans une petite réserve qu'on va se garder pas loin de la zone de jeu. Fait que je vais pouvoir aller prendre mes ressources de départ et quand ça va être fait, je vais avoir fini ma mise en place initiale et on va pouvoir faire la mise en place du plateau elle-même. Sur le plateau de jeu, il y a différentes zones à préparer, fait que si on les regarde rapidement une à une, on va avoir ici un deck de cartes plantes, un deck de cartes graines en fait, qu'on va aller tout simplement brasser
et mettre sur cette zone-là ici. On a un endroit pour la défausse juste à côté. Si je monte en haut à gauche, on va avoir la piste d'exploration. Fait qu'on a une grande fiche quadrillée comme ça ici. On va avoir notre vaisseau spatial qu'on va avoir à monter, puis on va le placer ici sur la case vaisseau de la reine. Et toutes les autres zones, on va tout simplement les recouvrir avec des tuiles face cachées pour recouvrir l'entièreté de la zone. Les tuiles qu'on n'utilisera pas, on va pouvoir les remettre dans la boîte. On n'en aura pas besoin pour cette partie-là. Quand ça c'est fait, on va aller placer également un petit marqueur d'exploration sur chacune de ces zones-là. Fait qu'on va avoir une petite réserve de marqueurs d'exploration. On va les placer, puis on va s'assurer de les mettre face ouverte. Fait que ça, c'est face cachée. Fait qu'on va toutes les révéler, les marqueurs, pour que les joueurs puissent voir tous les marqueurs qui sont placés. Si on continue dans l'autre zone qui est juste ici au centre, on va avoir notre zone avec les sculptures. On va avoir 6 cases à placer. On va avoir notre pile de sculptures. On va prendre 6 tuiles qu'on va tout simplement révéler et placer au centre. Les autres tuiles, on n'aura pas besoin de les garder pour cette partie-là. On va pouvoir les ramener également dans la boîte. Juste à droite de ma zone de sculpture, je vais avoir ma zone de transformation. Dans la zone de transformation, on va avoir deux choses à faire pour la mise en place. Premièrement, on va avoir ces jetons-là, une espèce de petit jeton ovale qu'on va aller placer ici. C'est pas important de les garder face cachée, face ouverte. C'est de l'information qui est ouverte là. Les joueurs vont choisir ces jetons-là quand ça sera le temps. Et on a des tuiles de danse. On va prendre un nombre de tuiles de danse suffisante pour remplir toutes les cases. Les autres tuiles de danse, on les remet dans la boîte, on n'en aura pas besoin. Je précise que là, le plateau de jeu il est réversible. Il y a un côté qui est à 2-3 joueurs, il y a un côté qui est de 3 à 5 joueurs. Il va y avoir plus de tuiles à placer sur l'autre côté. Finalement, dans la zone en haut à droite du plateau, on va avoir les zones avec nos différentes tuiles. Fait qu'on a une pile de tuiles fermes, une pile de tuiles recrues, une pile de tuiles innovation. On va brasser les tuiles et on va révéler, remplir toute la zone à gauche. Fait que remplir chacune des rangées jusqu'à ce que la piste soit pleine. Après avoir fait ça, on va garder le reste des ressources sur le bord du plateau. Il y en a qu'on a déjà montré, les pions d'exploration, les ressources elles-mêmes. Et on va avoir une série de tuiles comme ça à placer, qui sont des tuiles d'expansion pour grandir notre ruche, qu'on va pouvoir gagner pendant la partie. Fait qu'on s'en garde une réserve, elles sont toutes pareilles. On s'en garde une réserve près du plateau de jeu. Quand ça c'est fait, bien, les joueurs vont être prêts à commencer leur partie de Apiary. Maintenant, avant de rentrer dans les règles, quel est l'objectif général de Apiary? Ben, c'est de marquer des points de victoire. Fait qu'on va avoir une piste de points de victoire comme ça qui vont monter tout au long de la partie. On va avoir différentes choses qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Fait que des objectifs à viser. L'icône de points de victoire, c'est cette icône-là. Fait qu'à chaque fois qu'on déclenche cet effet-là, c'est des points de victoire qu'on va marquer. Certains, on les garde de côté pour la fin de partie. D'autres, on les marque immédiatement en montant sur la piste. Comment la fin de partie se déclenche? Ben, elle va se déclencher avec les alvéoles d'hibernation qui sont dans le bas du plateau. Les joueurs vont avoir régulièrement à placer des jetons d'hibernation sur cette zone-là du plateau. Il y a une zone qui est ouverte uniquement si on joue à 3 joueurs. Quand toutes les zones sont remplies, ou quand un joueur a placé l'entièreté de ses 7 jetons. Fait que dès qu'une de ces deux conditions-là est atteinte, on va terminer le tour en cours, on va en jouer un supplémentaire, puis ensuite on va mettre fin à la partie, puis on va faire un décompte de points de victoire sur lequel on va revenir en fin de vidéo. Si on commence par voir la structure du tour de jeu en tant que tel, comment elle fonctionne, on a une petite tête de jeu pour s'en rappeler. À son tour de jeu, puis les joueurs vont jouer de façon en alternance, en jouant un ouvrier à la fois. À son tour de jeu, on va toujours avoir deux options. Soit on place un ouvrier sur une action, puis on résout cette action-là. Les cases de placement d'ouvrier, c'est les symboles qui sont comme ça ici. Fait que je pourrais prendre mon ouvrier de valeur 2 puis l'envoyer ici pour faire l'action qui s'y trouve. Fait que ça, c'est ma première option. Ma deuxième option, c'est de ramener tous les ouvriers qui sont sur le plateau de jeu. Fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, nos ouvriers vont être placés. De tous les ramener sur mon plateau d'amarrage individuel, déclenchant en passage les bonus des diverses fermes que je vais avoir, si j'en ai. À la fin de son tour de jeu, on va vérifier si on a trop de ressources, si on a des ressources qu'on n'est pas capable de stocker dans les petites cases de stock de ressources juste ici, puis on va gagner un bonus pour chaque ressource qu'on est obligé de défausser parce qu'on ne peut pas la stocker. Quand on a fait ça, ben, le prochain joueur fait la même chose et on alterne les tours comme ça jusqu'à la fin de la partie. On va aller détailler toutes ces mécaniques-là une à une. Et on va commencer par la mécanique de placement d'ouvriers, qui est une des particularités de ce jeu-là. Vous aurez probablement déjà remarqué que les ouvriers ont différentes valeurs. Ils peuvent aller de 1 jusqu'à 4. Quand on veut entreprendre une action, puis c'est la même chose pour toutes les actions, on va placer un ouvrier sur la case où on va aller entreprendre une action. Disons par exemple que je veux faire l'action d'expansion qui est juste
qui est juste ici. Et la valeur qu'on va aller placer sur cette case-là va déterminer la valeur de l'action que je vais pouvoir faire. On voit qu'ici, dans cette action-là, pour faire un exemple rapide, je peux faire quelque chose à 1 de force, je peux faire quelque chose à 2 de force. Dans mon cas, je pourrais faire la première action 2 fois ou la deuxième action 1 fois parce que j'ai mis un ouvrier de valeur 2. Si j'avais mis un ouvrier de valeur 4, mais je pourrais faire la deuxième 2 fois, la première 1 fois ou toute autre combinaison, la première 2 fois, puis la deuxième 1 fois. On peut le faire, on peut gérer ça comme on veut. Et également, et c'est très important, les ouvriers ne bloquent pas les espaces d'action. Si mon adversaire a une abeille sur une case où je veux aller, je peux tout à fait envoyer l'un de mes ouvriers, peu importe sa force, sur la même case. Ça va renvoyer l'abeille de mon adversaire sur son plateau d'amarrage personnel où il va avoir une décision à prendre. Et cette décision-là est toute simple. Fait que si, par exemple, mon adversaire me tasse d'ici parce qu'il veut aller prendre cette action-là, ce jeton-là qui était de force de 1, je vais avoir 2 options. Soit je l'amène juste ici, dans la zone d'atterrissage, où il va rester, puis je pourrais m'en servir pour activer des fermes plus tard. Soit je le ramène dans ma zone d'ouvrier actif, mais je l'augmente immédiatement de 1. Fait que ça va me permettre, quand ça va revenir à moi, je vais avoir encore un ouvrier actif supplémentaire que je vais pouvoir envoyer quelque part sur le plateau de jeu. À préciser qu'il y a certaines zones, comme la zone d'évolution par exemple, qui ont 2 cases de placement d'ouvriers. Fait que si mon adversaire va là et moi j'y vais par la suite, je ne le renverrai pas immédiatement sur son plateau d'amarrage, je vais juste le tasser comme ça ici. La force de l'action qui va être là, ça va être l'addition de tous les ouvriers qui sont présents. Fait qu'on voit que j'ai une force de 5, plus 1 parce que cette case-là est utilisée. J'ai donc une force totale de 6 pour pouvoir faire une action à cet endroit-là. L'action d'exploration va fonctionner de la même façon. Fait que si j'y vais et qu'ensuite mon adversaire y va plus tard, ben, il va pouvoir faire une action de force 3. Et ensuite, si j'y retourne, ben là, à ce moment-là, cette abeille-là va revenir sur mon plateau personnel d'amarrage et j'aurai à prendre la décision à savoir si je le place sur ma zone d'atterrissage en ne changeant pas son chiffre ou si je le place sur ma zone d'ouvrier actif en augmentant sa valeur de 1. Finalement, on va tout de suite regarder les alvéoles d'hibernation, comment elles fonctionnent. À chaque fois que j'ai un ouvrier de valeur 4 qui est renvoyé sur mon plateau personnel, fait que par exemple, si j'ai un ouvrier de valeur 4 qui est juste ici et mon adversaire veut aller au même endroit, fait qu'il me le tasse pour y aller, puis on voit que ça prend un ouvrier de valeur 4 pour aller là, ben cet ouvrier-là, plutôt que de le ramener dans ma zone personnelle, comme il est à 4, il va tomber en hibernation. Fait que l'ouvrier, je vais le perdre. Je vais pouvoir les ramener avec les autres ouvriers de l'action d'expansion. Par contre, je vais aller chercher l'un de mes jetons d'hibernation et je vais aller couvrir, ça évidemment c'est vide en début de partie, je vais aller couvrir l'une des cases de mon choix. Je ne peux pas aller sur cette zone-là parce que j'installe une partie à 2 joueurs, mais je peux aller sur n'importe quelle des 2 autres zones. Il y a 2 choses à se rappeler pour ces 2 autres-là. Premièrement, on va toujours débloquer le bonus de la case sur laquelle on a placé notre jeton. Fait qu'ici, je gagne une ressource. Ici, je gagne une ressource de cire, de miel. Je peux gagner de la cire également, puis réinitialiser l'une des piles de tuiles. Même chose ici, le symbole pour des tuiles. Les symboles, on va les comprendre en explorant davantage le jeu. Mais ça, c'est la première chose. On gagne un bonus instantané. Également, en fin de partie, il va y avoir un bonus de points de victoire pour la personne qui sera majoritaire. Fait qu'ici, par exemple, si j'ai 4 jetons là, puis mon adversaire n'en a qu'un, si j'en ai 3, puis mon adversaire en a 2, moi, je vais faire 7 points, puis celui en deuxième place va faire 2 points. Ici, ben, celui qui est majoritaire fait 3 points, le deuxième n'en aura pas. Puis ça, c'est pour le décompte de fin de partie. Fait que nos ouvriers de valeur 4, on ne peut pas les ramener sur son plateau, on les perd, mais on progresse sur les alvéoles d'hibernation. Je souligne également que toutes les actions du jeu ont un bonus si on y va avec un ouvrier de force 4. Ça va être précis sur chacune des actions. Fait que l'action de transformation, j'ai un bonus si je vais à force 4. L'action d'expansion, même chose si j'ai un bonus si je vais à force 4. Même chose pour l'action recherche. Ainsi de suite. Donc, commençons à explorer les actions avec judicieusement l'action d'exploration. L'action d'exploration, on va la faire en ayant une valeur égale à la force d'ouvrier qui est sur l'action. On commence toujours par mettre son ouvrier sur la première flèche, la partie gauche de la flèche, si les deux endroits sont libres. Fait que par exemple, si je vais ici avec un ouvrier de 2, ça va me donner une action d'exploration de force 2. Si mon adversaire au prochain tour, il va avec un ouvrier de force 3, ça va lui donner une action d'exploration de force 5. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre force d'exploration? Ça va nous permettre de déplacer le vaisseau de la reine et d'explorer des planètes gagnant des ressources au passage.
Avec par exemple mon action d'exploration de 2, je pourrais déplacer le vaisseau de la reine de 2 cases. Disons que je décide de me rendre juste ici. On gagne le jeton d'exploration et les bonus qui sont dessus dès qu'on gagne le jeton. Et ensuite, on va révéler la tuile planète qu'on a explorée. Les tuiles, généralement, vont venir avec une ou plusieurs cases vides. Dans ce cas-ci, on n'a que ça, une case vide. Quand on a une case vide, le joueur qui a exploré va pouvoir choisir l'une des ressources de base. Les ressources de base étant l'eau, le pollen ou les fibres, et il va pouvoir le placer sur la première case vide qu'il reste. S'il y a plusieurs cases vides, il va le placer juste sur la première. Disons qu'il fait ça juste ici. Une fois que c'est fait, ben le joueur qui a déplacé le vaisseau de la mer va récolter toutes les ressources qui sont sur cette case-là. Dans mon cas, c'est une ressource de pollen. Je vais aller voir si j'ai de la place sur mon plateau personnel. J'ai de la place pour entreposer du pollen juste ici. Je vais donc aller le placer sur mon entrepôt de pollen. Et l'action d'exploration fonctionne comme ceci. Pour être certain que ça soit clair, disons que mon adversaire, tout de suite après moi, fait la même chose. Il va avec une action de force 2, ce qui lui permet de faire une action d'exploration de valeur 4. Il a besoin de ressources, il a besoin de pollen, lui, justement. Fait qu'il va aller juste à côté, il ne dépensera pas ses 3 autres points. Il va gagner ce jeton-là, ce qui lui permet de gagner immédiatement 2 pollen, et il révèle cette tuile-ci. On voit que cette tuile-ci va toujours donner un pollen en termes de récolte. Lui, il se dit, ben tiens, moi, je vais rajouter de la fibre, ce qui veut dire que lui va récolter dans sa ruche personnelle un pollen et une fibre. À partir du moment que les planètes commencent à être explorées, on n'est pas toujours obligé d'en explorer une nouvelle. Je pourrais tout à fait faire une action d'exploration, revenir sur cette planète-là pour gagner tout simplement le pollen qui est dessus, ou plus tard retourner sur cette planète-là pour rajouter la 3e ressource qui manque. À chaque action d'exploration, on peut rajouter une ressource, et ensuite, à chaque fois qu'on va explorer cette planète-là, on va gagner les 3 ressources qui sont dessus. Si on va faire une action d'exploration avec un ouvrier de force 4, comme ça ici, ben ça va me permettre de déclencher le pouvoir spécial de certaines planètes. Ce n'est pas toutes les planètes qui ont un pouvoir spécial, et ça prend un ouvrier de force 4 et non pas un total de 4 de force. Là, dans mon exemple que j'ai, ça retournerait dans ma réserve personnelle. J'aurais un total de 6 de force, dont mon ouvrier de force de 4. Ça me permettrait d'aller chercher les 3 ressources qui sont en haut, plus le bonus qui est dans le bas. Dans ce cas-ci, d'enseigner une danse et de l'utiliser 2 fois. On va voir les danses, comment ça fonctionne dans quelques instants. Et c'est à ça que ça sert d'avoir des ouvriers de force 4 pour aller faire des actions d'exploration. Deuxième action qu'on peut faire, on peut faire l'action d'expansion. Si on va faire l'action d'expansion, disons que je vais avec une force de 3, je vais avoir 2 options. Je peux avoir de nouveaux ouvriers. C'est comme ça qu'on va aller chercher nos ouvriers de force 4 qu'on a perdus parce qu'ils sont hibernés. Et pour chaque pollen que je vais dépenser, et chaque point de force que je dépense dans mon action, je pourrais rengager un nouvel ouvrier. Fait que disons, si par exemple j'étais comme ça, je pourrais dire, ben tiens, avec mon 3 de force, je dépense 2 pollen et je prends 2 de mes 3 points de force et je reprends ces 2 ouvriers-là que je vais mettre sur le 1 et que je vais me les mettre sur mon plateau d'amarrage personnel. Mon 3e point de force, malheureusement, je ne pourrais rien faire avec. Mais j'aurais peut-être préféré en engager seulement un et à la place prendre donc mon premier point de force pour faire ceci et prendre 2 autres points de force et dépenser 2 ressources pour agrandir ma ruche personnelle. Et ça, c'est l'action ici d'expansion qui est juste ici. Fait que si je dépense ces 2 ressources-là, je pourrais par exemple dépenser ces 2 ressources-ci, on va aller chercher l'une tuile de notre choix qui ressemble à ceci, puis on va aller la placer pour pouvoir agrandir sa ruche personnelle. Fait qu'on peut la placer n'importe où, en autant que ça fitte dans les formes, puis ça va nous permettre d'avoir davantage de tuiles en fin de partie, pendant la partie. Si on va faire l'action d'expansion avec un ouvrier de force 4, en plus d'avoir ces diverses options-là, je peux gratuitement améliorer ma tuile de faction. Fait qu'on va aller prendre sa tuile de faction personnelle, on va la tourner de côté, et on va replacer tous les jetons qui étaient dessus au même endroit. Et maintenant, ma tuile est améliorée, fait que je vais avoir un meilleur pouvoir, ou j'ai un meilleur objectif pour marquer des points de victoire. Les ressources en tant que telles, ça va toujours être les mêmes, c'est vraiment le pouvoir qui va s'améliorer de ma faction si je fais cela. Troisième option, je peux faire une action de recherche. Si je vais faire une action de recherche, je vais piocher autant de cartes que la force de l'action que j'ai faite. Dans mon cas, j'ai fait une action de 3. Je vais donc piocher 3 cartes graines et je vais pouvoir en choisir l'une des 3 que je garde et les autres, je vais les défausser comme ça et ça va me faire une main de cartes que je vais garder avec moi. Je précise tout de suite que si j'y vais avec un ouvrier de force 4, ça va me permettre
en plus de planter l'une de mes cartes. Ça se peut qu'au fur et à mesure de la partie, j'ai de plus en plus de cartes comme ça dans mes mains. Fait que si je fais cette action-là avec une force de 4, bien, ça me permet de piger 4 cartes comme on vient de le voir et d'en garder une que je rajoute à ma main. Disons que je garde celle-là, les autres je les défausse. Et ensuite, comme je l'ai fait avec un ouvrier de force 4, je peux planter une carte. Pour comprendre le concept de planter une carte, il faut comprendre comment les cartes graines fonctionnent. Fait que ces cartes-là, on va pouvoir les jouer avant ou après ces différentes actions. Fait que ce sont des cartes gratuites à jouer au début de son tour. On peut en jouer autant qu'on en a dans notre main et on peut les jouer pour l'effet du haut ou la ressource du coin. Fait que je pourrais par exemple défausser cette carte-là pour gagner une ressource de base de mon choix. Ou je pourrais défausser cette carte-là pour payer un pollen et gagner un ouvrier. Ici, je pourrais gagner 2 ressources de base, tous les autres joueurs en gagnent une, je vais gagner un tir, les autres joueurs vont gagner une ressource de base, ainsi de suite. Je peux défausser une tuile de mon plateau personnel pour gagner 3 points de victoire. Fait que ce sont des façons d'améliorer sa gestion de ressources, d'avoir davantage de ressources, de gagner des petits bonus. Fait que les cartes de graines à la base vont servir à ça. Par contre, comme on l'a vu, si je vais avec un ouvrier de force 4, je peux la planter, cette plante-là, et c'est là que le bas de la carte va devenir important. Si on veut planter une carte, disons que je plante cette carte-ci, mais on va aller voir sur son plateau personnel, on a un endroit pour planter ses cartes, je vais pouvoir aller en planter une, fait que je vais aller le placer en dessous de mon plateau, ne révélant que la partie du bas du plateau comme ça ici. Et ça va me donner des points de victoire en fin de partie. Fait que là, ici, il va me donner un point de victoire pour chaque tuile que j'ai de ferme. Fait que des tuiles avec ce petit symbole-là. On voit que normalement, je peux en placer juste 2. Je peux avoir un maximum de 2 cadres comme ça qui améliorent ma place sur ma faction. Pour chaque cadre que j'ai, ça me permet de planter une carte supplémentaire. Donc, jusqu'à un maximum de 4. Prochaine action qu'on peut faire, on peut aller faire évoluer notre ruche, donc aller se chercher des nouvelles tuiles. On a 3 types de tuiles qu'on peut aller chercher. Des tuiles innovation qui vont donner des bonus instantanés, des tuiles recrues qui vont donner des bonus passifs, et des tuiles de ferme qui vont améliorer nos capacités d'entrepôt, qui vont nous donner un certain pouvoir de production. Quand on fait l'une de ces actions-là, on va aller placer un ouvrier de la force de notre choix comme d'habitude, en se rappelant que si l'adversaire va faire la même chose après, il va avoir la valeur additionnée des ouvriers. Et selon la force qu'on utilise, donc disons dans mon cas que c'est moi qui est en train de le faire, fait que j'ai une force de plus de 5, fait que je peux aller chercher une tuile de n'importe quelle colonne. Si j'avais une force seulement de 2, je pourrais aller juste dans la première colonne. Si j'avais une force de 2 ou 3, je pourrais aller dans les 2 premières colonnes. Si j'ai une force de 5 ou plus, je peux aller chercher la tuile de mon choix. Quand on va chercher une tuile, on doit payer le coût de la tuile. Le coût est indiqué dans le bas de la tuile. Par exemple, on voit que celle-ci me coûte 2 de pollen, alors que celle-ci coûte une fibre et un eau. Disons que je paie pour acheter cette tuile-ci parce que j'ai la force pour le faire. Je vais donc donner les ressources que je dois avoir disponibles présentement dans ma ruche, je les ramène à la réserve. Et ensuite, on va placer cette tuile-là sur l'endroit de notre choix dans notre ruche. Parfois, il peut y avoir des bonus d'adjacence, ça va dépendre des factions qu'on a, mais dans tous les cas, toutes les factions vont avoir des symboles sur certaines des cases de leur ruche. Donc, si je couvre l'un de ces symboles, je gagne immédiatement le bonus correspondant. Dans ce cas-ci, j'ai recouvert un jeton d'eau. Ça me permet de gagner un nouveau jeton, une nouvelle ressource d'eau. On a ici des ressources de mon choix, tant que c'est des ressources de base, des fibres. Je peux avoir gagné des ouvriers de force 1 si j'en ai qui sont disponibles. Je peux avoir le fait de piger des cartes graines que je rajoute, que je prends du dessus du paquet. Je peux avoir d'augmenter la piste de faveur de la reine. C'est pas mal tout le temps les mêmes comptes qui reviennent, les mêmes séries de comptes qui reviennent. Fait que on les apprend assez rapidement. Et après avoir placé la tuile sur ma zone personnelle, je vais décaler les autres et je vais en piger une nouvelle pour qu'il y ait toujours 3 tuiles de disponibles. Finalement, si je vais faire cette action avec un ouvrier de force 4, en plus de pouvoir acheter la tuile, je vais immédiatement gagner 3 points de victoire que je vais tout simplement faire progresser sur la piste qui est à gauche, comme ça, ici. Fait que ça, c'est un bonus instantané qu'on déclenche à chaque fois qu'on va faire une action avec un ouvrier de force 4 pour aller chercher des tuiles. Je ne passerai pas tous les types de tuiles une à une, je vais juste donner quelques exemples pour montrer le type de pouvoir que ça peut faire. Les tuiles recrues, par exemple, c'est des bonus passifs. Souvent, ça va améliorer l'une des actions. Fait que dans ce cas-ci, à chaque fois que je fais l'action recherche, si j'ai cette recrue-là quelque part dans ma ruche, ça va me permettre d'aller chercher 2 ressources de mon choix. L'action de recherche, c'est d'aller piger des cartes. Fait qu'à chaque fois que je fais ça, je gagne 2 ressources. Très intéressant. Cette tuile-là va également me donner 2 points de victoire en fin de partie. Une autre tuile, la tuile d'exploration, par exemple,
exemple, on se rappelle, l'exploration, c'est quand je fais bouger le vaisseau de la reine. Ben, quand j'explore, je vais également gagner, en plus de mon jeton d'exploration, je vais gagner un jeton d'exploration d'une case adjacente. Fait que si ma reine, je la fais finir ici, je gagne ce jeton-là, mais je peux gagner le jeton d'à côté si je le veux. Celui-là va me rapporter un point de victoire en fin de partie. Puis ainsi de suite, là, on en a, comme vous voyez, un gros paquet qui donne tous des bonus différents. En se rappelant, les verts, les bleus, dis-je, vont donner principalement des bonus passifs. Les rouges vont donner des bonus instantanés. Lui, c'est ça qui est dénoté par l'éclair, d'ailleurs. Lui, par contre, il va dire, par exemple, il va dire que je gagne 2 jetons d'exploration. Fait que je m'en vais dans ma réserve. C'est pour ça que je gardais les autres jetons d'exploration que je n'avais pas encore placés. Lui, il va me permettre d'en gagner 2 et les bonus qui sont correspondants à lui vont me permettre d'explorer avec une force, un lieu à force 4. Fait que je vais pouvoir aller explorer un lieu qui est déjà révélé ou en révéler un nouveau puis gagner le jeton approprié. Je l'explore comme si j'avais une force de 4 et je gagne les bonus appropriés. Fait que toutes les ressources, etc., lui va me permettre de prendre différentes tuiles, les mettre de côté, puis c'est juste moi qui va pouvoir les construire plus tard. Les tuiles fermes, elles, sont un petit peu plus, fonctionnent un peu différemment, fait que je vais prendre le temps de bien les expliquer. Les tuiles fermes vont faire 2 choses. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, ils vont améliorer ma capacité de préservation, pas de préservation, mais de stockage de différentes ressources. En deuxième lieu, ils vont me donner une capacité de production. Fait que cette capacité de production-là va se déclencher si j'ai des ouvriers qui sont disponibles, donc qui sont dans ma zone d'atterrissage ou qui sont quelque part sur le plateau de jeu, au moment où je décide de faire une action pour rappeler tous mes ouvriers. Fait que pour chaque ferme, je peux potentiellement déclencher cette ferme-là à chaque fois que je fais une action de rappel d'ouvriers. Ça, c'est l'icône de rappel d'ouvriers. Fait que quand je rappelle des ouvriers, cette ferme-là va me rapporter 2 points de victoire. Ça, on va parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Je précise finalement que je dois placer mes tuiles adjacentes à des tuiles qui sont déjà présentes. Fait que je pourrais pas, si j'étais dans cette configuration-là, gagner une tuile et aller la placer juste ici. Je pourrais la placer ici, et à partir de là, je vais pouvoir aller la placer n'importe où par la suite. L'avant-dernière action qu'on peut faire, c'est l'action de transformation. Si on va faire une action de transformation, on va aller pouvoir faire un certain nombre de transformations. Chaque transformation que je fais me coûte 1 de puissance par rapport à l'ouvrier que j'ai mis là. Fait, par exemple, si je vois qu'un ouvrier de 3, ça me permet de faire 3 transformations. Fait que je peux défausser une carte graine pour en piger une nouvelle, je peux transformer une ressource en une autre, je peux transformer un pollen, une fibre en une cire, ou je peux transformer 2 pollens et un eau en un miel. Fait que les cires et les miels, ce sont des ressources avancées qu'on va pouvoir utiliser pour acheter des affaires qui sont plus difficiles à acheter. Finalement, si j'y vais avec une force de 4, ça va quand même me donner la possibilité de faire 4 échanges, mais avant de faire mes 4 échanges, je vais enseigner une nouvelle danse. La danse, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais choisir l'une des danses qui est disponible et on se rappelle en début de partie, j'avais dit qu'on mettait un cube de côté. Fait que je vais pouvoir aller enseigner, créer une nouvelle danse. Fait que par exemple, je pourrais décider, tiens, moi je vais créer cette danse-ci. Fait que la danse, on va choisir des jetons de notre choix pour remplir les cercles qui sont vides sur les tuiles danse qu'on va avoir pigées. On voit que, par exemple, la danse que c'est choisi va me permettre de sacrifier un point de victoire pour gagner quelque chose. Et c'est moi qui va décider c'est quoi. Fait que moi, peut-être que je dirais, ben tiens, un point de victoire pour un jeton miel. Fait qu'à partir de maintenant, tous les joueurs qui vont faire une action de transformation vont pouvoir prendre l'une de leurs transformations pour payer un point de victoire et gagner un jeton miel. Il est important de préciser que pour le reste de la partie, moi je vais pouvoir y retourner tant que je veux. Puis là, je pourrais faire 2 transformations, payer 2 de victoire pour gagner 2 miel. Mais si les autres joueurs se servent de cette tuile-là, à chaque fois qu'un autre joueur se sert de la tuile, je vais gagner une faveur de la reine. Faveur de la reine, c'est la petite piste qui est juste dans le bas ici. Fait que comme l'autre joueur se sert de ma danse, mais je vais pouvoir gagner 1 sur la piste de faveur de la reine qui est dans le bas du plateau de jeu. La dernière action possible, c'est l'action de sculpture. Pour faire l'action de sculpture, on doit toujours y aller avec un ouvrier de force 4. Et l'action de sculpture, c'est la même chose que les actions d'évolution qui me permettent d'aller chercher des nouvelles tuiles. Mais là, ce sont toutes des tuiles qui vont rapporter des points de victoire et qui ont tout un coût en miel. Je dois donc trouver un moyen d'aller produire des ressources de miel. Si on achète une tuile, ça fonctionne exactement comme on l'a vu précédemment. Fait que je devrais aller placer cette tuile-là où je le veux sur mon plateau de jeu en respectant les mêmes règles de placement que j'ai déjà expliquées. Et ces tuiles-là vont me rapporter un certain nombre de points de victoire. En fin de partie, celle-ci, par exemple, me rapporte 3 points de victoire pour chaque tuile recrue que je vais avoir sur mon plateau de jeu en fin de partie. Je reconnais l'icône de recrue parce que je le vois sur les tuiles de recrue, juste à droite, ici. Une autre, par exemple, va me dire, lui va rapporter 4 points de victoire, mais pour chaque tuile recrue qui est adjacente. Celle-là, c'est juste dans la même ruche. Ici, je vais rapporter un point de victoire pour chaque case que j'ai réussi à progresser sur la piste de faveur de la reine. Ici, je vais perdre 3 points de
de victoire à la fin, mais je vais copier les points de victoire d'une autre sculpture que mon adversaire va avoir dans sa ruche, ainsi de suite. Ces tuiles-là, contrairement aux autres tuiles, on ne les remplace pas. Fait que si j'achète cette tuile-là pour la placer sur mon plateau de jeu, l'endroit reste vide, donc il va en rester juste 5 pour le reste de la partie. Je te disais tout à l'heure qu'au début de ton tour de jeu, tu avais donc deux options. Première option, aller placer un ouvrier sur le plateau de jeu et prendre l'action correspondante, fait qu'exploration, évolution, transformation, sculpture, expansion ou recherche. Ta deuxième option, si tu n'as pas d'ouvrier à ton goût, si tu n'as pas la puissance que ça prend pour aller faire l'action que tu as envie de faire, tu peux toujours rappeler tes ouvriers à la place dans ton tour de jeu. Quand tu rappelles tes ouvriers, ça fonctionne sensiblement comme si tu te faisais tasser tes ouvriers par un adversaire. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller regarder tous tes ouvriers qui sont sur le plateau de jeu, ainsi que tes ouvriers qui sont dans ta zone d'atterrissage. Ça, c'est un ouvrier qui s'est fait tasser, qui était valeur 1 quelque part sur le plateau, qui s'est fait tasser. En fait, c'est un ouvrier qui était de valeur 2, dis-je, sur le plateau, qui s'est fait tasser, mais que je n'ai pas voulu replacer dans la zone active. Fait que je l'ai laissé sur son chiffre, puis je l'ai placé dans la zone d'atterrissage. On va voir dans 2 secondes pourquoi j'aurais voulu faire ça. Et je vais aller regarder tous les ouvriers qui sont présentement sur le plateau de jeu. Si j'ai des ouvriers qui sont dans ma zone active, que je n'avais pas encore utilisé, je fais juste les ignorer au moment où je fais mon rappel, je vais rappeler les autres ouvriers. Fait que premièrement, on voit que j'ai un ouvrier de valeur 4 ici, on en a déjà parlé. Si j'ai un ouvrier de valeur 4 que je ramène vers mon plateau, ben à la place, je l'envoie dans la zone d'expansion. Je viens de perdre cet ouvrier-là. Par contre, je vais pouvoir prendre l'un de mes marqueurs d'hibernation, puis je vais aller le placer pour gagner un bonus quelconque. Maintenant qu'on a expliqué pas mal, les bonus devraient être un peu plus clairs. Par exemple, je pourrais le placer ici pour piger une carte, gagner 2 points de victoire immédiatement. Je pourrais le piger ici pour réinitialiser toute la réserve d'innovation. Fait que jeter les 3 titres d'innovation, puis en repiger 3 nouvelles, ainsi que de gagner un jeton cire. Moi, disons, je vais choisir de gagner un jeton miel. Fait que je vais prendre un jeton miel que je vais aller placer. C'est ça le jeton miel, ça c'est en passant. Que je vais aller placer dans ma ruche. Ensuite, je vais faire la même chose avec mes autres ouvriers. Bon, on voit que j'ai un ouvrier de valeur 2, je le ramène, ça devient donc un ouvrier de valeur 3. Et j'ai un ouvrier de valeur 1 que je ramène, ça devient donc un ouvrier de valeur 2. Il y a 2 ouvriers que j'ai ramenés comme ça ici, ça me permet d'activer 2 fermes différentes. Si j'avais ramené juste un ouvrier au total, ben j'aurais pu activer juste une ferme. Mon ouvrier de valeur 4, lui, compte pas parce que c'est un ouvrier qui est tombé en hibernation. Mais comme j'ai ramené 2 ouvriers vers ma zone active, je peux activer 2 fermes. Les fermes que j'active, ben je vais déclencher le bonus qui est dans le haut. Cette ferme-là me permet de marquer immédiatement 2 points de victoire que je vais aller faire sur la piste de points de victoire autour du plateau. Cette ferme-là me permet d'aller gagner immédiatement un pollen que je peux aller mettre dans ma ruche, à un endroit où j'ai le droit de cumuler du pollen, dis-je, puis on voit ici que j'avais même 3 nouvelles cases où j'aurais pu placer ce pollen-là. Si j'avais eu une 3e ferme, j'aurais eu à choisir lesquelles de mes 2 fermes j'aurais voulu activer parce que comme j'ai ramené juste 2 ouvriers, je ne peux activer que 2 fermes. Et si j'avais ramené j'avais ramené plus d'ouvriers, disons que si j'avais juste une ferme, en ramenant 2 ouvriers, ben j'active ma ferme quand même juste une fois. Fait que chaque ouvrier peut activer une ferme, chaque ferme ne peut être activée qu'une fois. Et c'est seulement les ouvriers que je ramène vers ma zone active qui vont servir à activer des fermes. Fait que les ouvriers qui étaient dans la zone active et qui restent, ou les ouvriers qui tombent en hibernation, ben, ne permettront pas d'activer de ferme au moment où je fais un rappel d'ouvriers. Tout ce qui reste à dire, c'est de parler un petit peu plus de la piste de la reine, qui est la piste de faveur de la reine qui est dans le bas ici. Il y a beaucoup de choses dans le jeu, entre autres cette icône-là, qui vont me permettre d'augmenter sur cette piste-là. On voit qu'il peut y avoir des bâtiments que quand je les exploite, ils font augmenter cette piste-là. Cette piste-là va me rapporter des points de victoire en fin de partie. Elle peut servir de monnaie d'échange quand on danse ou on enseigne de nouvelles danses. Et à la fin de son tour de jeu, on peut également progresser sur cette piste-là pour chaque ressource qu'on n'est pas capable de placer quelque part sur notre plateau de jeu. Fait que disons par exemple, si j'étais dans cette situation-ci, et dans mon tour de jeu, j'ai gagné les ressources suivantes, fait que j'ai gagné ces 4 ressources-là, et je regarde sur mon plateau de jeu, c'est ça les endroits que j'ai présentement pour pouvoir placer des ressources, ben je pourrais en placer par exemple ces 3-là, et la 4e, comme je ne peux pas la placer, à la place, je la ramène à la réserve, et en échange, je vais gagner de 1 de faveur de la reine. Si au prochain tour, je fais encore les 4 mêmes ressources, mais là, je ne peux pas en placer aucune sur mon plateau de jeu, fait que j'avancerai de 4 sur la piste de faveur de la reine. Fait que ça peut être une stratégie. Puis on a tout à fait le droit de repositionner nos ressources
pour minimiser ou maximiser l'efficacité de nos fermes pour gagner davantage de jetons en faveur de la reine, si c'est possible. Par contre, on n'a pas le droit de volontairement jeter des ressources en échange de faveur de la reine. C'est vraiment si on n'est pas capable de les placer nulle part qu'on va gagner des faveurs de la reine en échange. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps que l'une de deux conditions se présente. Fait que soit un joueur a placé ses 7 jetons d'hibernation. Chaque joueur en a 7. Fait que si un joueur place son 7e jeton, ça déclenche la fin de la partie. Ou accessoirement, si toutes les cases d'hibernation sont remplies, on va également déclencher la fin de la partie. Quand la fin de la partie se déclenche, tous les joueurs jouent un tour supplémentaire, incluant celui qui a déclenché la fin de la partie. Et on passe au score final. Pour le score final, on va évidemment avoir marqué beaucoup de points pendant la partie, soit grâce à des jetons d'exploration qu'on a gagnés, soit en activant certains bonus de tuiles au moment des phases de récolte, soit en plaçant des ouvriers de force 4 sur l'action d'évolution. Fait qu'on va avoir des points sur notre piste de victoire. À ces points-là, on va rajouter toutes les cartes graines qu'on va avoir réussi à planter. Fait que si j'ai planté cette carte-là, je gagne 5 points de victoire si ma faction est améliorée. En plus de ça, nos tuiles elles-mêmes vont nous rapporter des points de victoire. Fait que les fermes rapportent toutes un point de victoire, alors que les tuiles d'innovation et les tuiles de recrue vont rapporter un nombre de points de victoire différents, mais qui vont être écrits sur la tuile. Donc, c'est assez simple à suivre. Ensuite, on va avoir nos sculptures. On va aller vérifier les points de victoire qu'on a placés sur nos sculptures qu'on va avoir placées dans notre ruche. Fait que celui-là me donne 3 points de victoire pour chaque tuile de recrue que j'ai dans ma ruche. On va aller regarder si ma ruche est pleine. Fait que ça, c'est écrit sur notre fiche de faction. Fait qu'on a un 8 points de victoire supplémentaires si on a rempli toute la ruche. Même chose pour les ruches supplémentaires, les espaces supplémentaires de ruche. Fait que si j'ai rajouté cette carte-là, je peux faire un 8 points de plus si je l'ai rempli. Puis on se rappelle qu'on peut en avoir jusqu'à 2, donc jusqu'à potentiellement 16 points de plus. On va aller regarder je suis où sur la piste des faveurs de la reine. On voit que selon où je me suis rendu, par exemple, si je me suis rendu jusqu'ici, je vais marquer 9 points, alors que si je me rends jusque-là, je vais marquer 13 points en fin de partie. Et finalement, on va aller regarder si ma tuile de faction elle-même me donne des points. Fait que ici, il lui donne des points à chaque fois que je fais une action, mais il y a plusieurs tuiles de faction qui vont me donner des points de victoire en fin de partie. Fait que 2 points pour chaque ferme qui est adjacente à cette tuile de départ-là. La dernière chose qu'on va calculer, j'en ai déjà parlé, ce sont les majorités dans les zones d'hibernation. Fait que dans ce cas-ci, moi je marquerais 7 points ici, mon adversaire n'en marquerait pas du tout parce qu'il n'y a pas de jeton là. Alors qu'ici, le joueur jaune marquerait 3 points. On additionne ça tout le monde ensemble et celui qui en a le plus va l'emporter. Alors voilà, c'était le jeu Apiary. J'espère que ce fut clair pour toi. Maintenant, au niveau de la critique, je commence comme d'habitude avec les composantes. J'ai trouvé que c'est un jeu qui avait des composantes fort intéressantes. J'aime bien le visuel du jeu, qui est quand même assez original. Voir des petites abeilles avec leurs ressources high-tech, je trouve ça quand même assez cocasse. Les tuiles de plateau en tant que telles, puis les tuiles d'amélioration de plateau sont vraiment très très minces. Ça va s'abîmer rapidement avec le temps. Les ressources ont toutes des formes différentes. C'est intéressant, mais à première vue, distinguer les ressources miel des ressources cire, ça m'a pris quand même un certain temps parce que les deux sont dorés. Puis quand les deux traînent sur la table, ça peut être assez difficile à distinguer. L'icône est très différente les deux, facile à voir, mais la ressource elle-même, j'ai trouvé que c'était pas évident. Le visuel sur les tuiles d'exploration sont bien corrects. Les tuiles de construction aussi sont un peu minces, mais quand même de bonnes. Sont quand même corrects. J'aime beaucoup l'iconographie dans le jeu. Elle est très claire. Ça l'aide à prendre le jeu en main. Ça l'aide à comprendre ce qui se passe sur le plateau. Puis ultimement, toutes les actions sont décrites sur le plateau. Fait que l'iconographie est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup dans leurs composantes qu'il y a vraiment beaucoup de tuiles de factions qui sont différentes les unes des autres. Je pense qu'il y en a 14 ou 18, quelque chose comme ça. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est des pouvoirs mineurs que les factions ont. Il y a 4 factions plates à jouer que c'est juste des objectifs de fin de partie. Mais les autres ont des pouvoirs mineurs, mais ce qui donne quand même une saveur différente quand tu joues différentes parties. C'est pas quelque chose qui va briser le jeu, c'est pas un pouvoir extrêmement puissant, mais ça donne un petit quelque chose que ta faction est capable de faire que les autres ne peuvent pas faire. Je trouve ça toujours
sympathique. J'aime bien la figurine du vaisseau spatial. Je la trouve quand même très drôle. Avec cette espèce d'énorme abeille-là, c'est la reine avec des réacteurs en arrière, c'est quand même le fun. Et évidemment, j'aime beaucoup les meeples d'abeilles. Pas les meeples, mais les mini d'abeilles eux-mêmes. Qui sont des numérotés de 1 à 4. Fait que l'iconographie est claire, ça tient bien debout également si on veut s'en servir comme ça pour les abeilles qu'on n'a pas présentement de disponibles. Il y a un petit wash dessus, fait que ça c'est une très belle qualité. Le jeu n'est pas donné, là, mais il y a quand même un matériel généralement de bonne qualité à l'intérieur. Finalement, au niveau du gameplay, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé dès ma première partie. C'est un jeu qui, honnêtement, comment je le qualifierais? C'est un jeu qui est très classique dans ses mécaniques euro. Fait que c'est un jeu que tu vas retrouver, ce que j'ai trouvé, un sentiment quand même assez confortable. La première fois que tu joues, tu t'installes, si tu es habitué de jouer à plusieurs euros. Tu as vraiment 4 ouvriers, tu as une mécanique intéressante, ça twist, c'est vraiment le fait que tes ouvriers prennent de l'âge, entre guillemets, puis finissent par rentrer en hibernation. Fait que tu as cette mécanique-là qui me rappelle un jeu que j'avais joué il y a très très longtemps, qui était Village, je pense, où les ouvriers finissaient par mourir de vieillesse. Mais tu as cette mécanique-là où ton ouvrier est de plus en plus puissant et efficace quand tu l'utilises, mais que tu vas finir par le perdre. Mis à part ça, le jeu vraiment très très classique euro. J'ai des endroits de placement d'ouvriers, je les prends là, je dépense les ressources, j'utilise ces ressources-là pour gagner divers bonus. Fait que j'ai mon action d'exploration qui est une de mes principales sources de ressources dans le jeu. Je vais me servir de cette action-là pour aller faire l'action d'évolution où je vais construire différentes tuiles. Je vais essayer de créer une belle synergie dans les tuiles que j'ai. Je veux pas trop de tuiles fermes parce que je serai pas capable de toutes les utiliser, mais j'en veux assez pour avoir un peu de production quand je fais mon action de rappel, puis avoir de la place pour mettre des ressources. En même temps, si je produis beaucoup de ressources puis j'ai pas beaucoup de tuiles fermes, je vais faire beaucoup de faveur à la reine parce que je vais avoir trop de ressources pour ma ruche. Fait que tout ça qui est intéressant, c'est un jeu où l'action de la transformation est très importante. Tu vas la faire souvent, entre autres, ça te donne également accès à des danses qui te permettent de faire des transformations encore plus puissantes. Tu as une ressource à gérer pour pouvoir récupérer tes ouvriers au fur et à mesure que tu les perds. Fait que toute cette espèce de dynamique-là est très très simple. Le jeu est super facile à expliquer pour vrai, pour la durée qu'il y a. Fait que c'est un jeu euro quand même assez entrée de gamme. C'est pas un premier niveau de complexité, mais je dirais quand même milieu de gamme, entre milieu et entrée de gamme, où il est simple à expliquer, il est assez rapide à jouer, il est très instinctif dans ce que tu dois faire. Ça te prend pas 17 tours de jeu avant de commencer à te faire une stratégie dans ta tête. La faction que tu te fais donner en début de partie va t'orienter un petit peu ton début de partie sans t'imposer les choix que tu vas avoir à faire. Les cartes de plantes que tu vas avoir en cours de partie te permettent de te sortir de beaucoup de situations difficiles parce que ça te permet d'avoir des petites ressources facilement ou des petits bonus. La ressource que ça te prendrait pour pouvoir aller chercher cette tuile-là, puis là, tu veux vraiment maintenant, je peux scraper une de mes cartes de plantes pour pouvoir aller la chercher. Les cartes de plantes, quand je commence à en planter, fait qu'elle est placée sur mon plateau en prenant une action de recherche avec une force de 4, ça m'aide aussi à guider ma fin de partie parce que ça va me donner des objectifs à fixer, à atteindre avec des points de victoire. Fait que le contrôle de tes ressources, le contrôle de ta ruche, le développement de ta ruche, t'as presque l'impression que tu as déjà joué quelque part dans le milieu de ta première partie. Pour certains joueurs, peut-être que ça va être vu comme un négatif parce qu'il n'y a pas rien qui est particulièrement original à l'intérieur du jeu par rapport à tous les euros, mais il est extrêmement fluide. Fait que pour d'autres, c'est peut-être exactement ça que tu vas vouloir. Il y a une thématique farfelue, un peu cocasse, mais honnêtement, ça aurait pu être des marchands de la Méditerranée, ça aurait fait pareil, là, ça aurait pas changé grand-chose. La thématique est pas très importante. Tu as quand même l'aspect que c'est des ruches, puis tu as une danse enseignée, tes ressources, c'est du miel. Mais la thématique est pas super importante, mais c'est vraiment, moi, ce qui m'a accroché dans le jeu, c'est vraiment sa fluidité. Tout coule bien, tout est rapide, les parties sont pas trop longues, c'est simple à expliquer, c'est simple qu'est-ce que tu vas faire, tu te ramasses jamais qu'une tuile qui a un pouvoir complexe, que tu sais pas trop comment elle va fonctionner, tout est super facile à gérer. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé fluide, facile à gérer, agréable, simple, presque zen dans sa mécanique. C'est pas un jeu qui a une énorme interaction entre les joueurs. En fait, il n'y en a pratiquement pas. Tu fais ton affaire de ton côté. À la limite, un joueur va aller chercher une tuile que tu veux avant toi ou va aller explorer une zone que tu aurais peut-être voulu explorer avant toi. Il y a une certaine course qui va se faire avec les tuiles de sculpture dans le centre parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Fait que si tu joues une partie à 3, ça se peut que ça se couraille un peu plus pour aller les chercher dans le milieu de la partie, mais c'est vraiment ça. L'interaction, généralement, il y a même de l'interaction positive. Quand je développe une danse, puis toi, tu viens la faire, ça te donne une capacité d'échange plus puissante, mais moi, je vais gagner une faveur de la reine à chaque fois que tu vas venir utiliser ma danse, fait que je suis content que tu l'utilises. Fait que vraiment, c'est un jeu zen, super le fun, très agréable. Par contre, il n'y a rien qui révolutionne là, le domaine ludique.
Tu places ton ouvrier, tu places tes ouvriers, ils vont augmenter de puissance, puis éventuellement tu les rappelles, puis là tu déclenches tes petits bonus quand tu les rappelles, puis tu recommences à faire la même affaire. L'une des choses que j'ai aimé, puis ça rentre aussi dans l'aspect un peu zen du jeu, c'est que tu bloques aucun espace d'ouvrier. Si tu places ton 1 là, puis moi je m'en vais à la même place pour placer mon 1, ben ton 1 tu le récupères, tu as le choix de le garder de côté pour activer une ferme avec plus tard, ou tu le montes à 2 puis tu peux le réutiliser tout de suite. Fait que je t'aide pratiquement en tassant ton ouvrier, fait que tu es content de te faire tasser. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sympathique. Va-t-il rester dans ma collection sur le très long terme? Je suis pas certain, mais c'est sûr que je vais jouer encore plusieurs parties avant de commencer potentiellement à penser à m'en départir. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. On verra, on en reparlera dans 6 mois, 1 an, si ça va être un jeu que je vais continuer à sortir, mais il sort quand même pas pire de ce temps-là. Il est très le fun, très agréable, fait que Apiary. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce que c'était. Si tu cherches du gros complexe euro, ça sera peut-être pas exactement ce que tu vas vouloir. Si tu cherches de quoi justement qui est le fun, qui est simple, qui est rapide, puis qui te permet de montrer du euro à des gens, c'est probablement quelque chose qui va te plaire davantage. Donc voilà, fait que moi je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Et si ce n'est pas encore fait, viens nous visiter viens t'abonner en fait sur notre chaîne YouTube, viens nous visiter sur Instagram, sur Facebook. Tu peux même nous supporter sur notre campagne Patreon si tu espères que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être quand même d'excellente qualité. Sur ce, moi je te dis ciao, à la prochaine, fais attention à toi.